J'espère que vous allez bien. Alors, quel est ce sommaire? Alors aujourd'hui, je pense qu'on va beaucoup parler ensemble. Je vous avoue que ce week-end, j'ai eu un gros repas de famille qui s'est fini hier, je suis rentré à 22h chez moi. J'ai regardé la Trackmania Cup, c'est insane. Là, ils ont été qualifiés, ils vont jouer à Bercy, première fois. C'est la première fois que Trackmania va être joué à Bercy, dans une aussi grande salle devant 15 000 personnes, en public. Et à mon avis, dans le chat Twitch et tout, ça va être insane. Donc c'est parti, commençons l'analyse du Bitcoin. Du coup déjà, on part en weekly. C'est propre ou pas? Je saurais pas trop dire. Moi j'ai l'impression que c'est pas si propre que ça. En vrai de vrai. J'ai l'impression que c'est pas si propre que ça. Il y avait quelque chose... vous voyez le M là? Moi je l'avais pas vu du tout parce que je me disais en fait, plus haut de plus en plus haut, plus bas de plus en plus bas. Malheureusement, plus haut de plus en plus haut et plus bas de plus en plus haut aussi. Vous voyez là, tac, tac, là, tac, tac. Donc pour l'instant c'était ascendant à long terme, enfin moyen long terme. Et c'est... finalement, ça a fini par être très descendant, quoi. C'est-à-dire que là, on a commencé à faire des plus bas de plus en plus bas, là, à cause de cette mèche de la semaine dernière. Encore la semaine dernière, on était ici, enfin, on a clôturé ici, vers les 33 000, 34 000, et ça restait toujours des plus bas de plus en plus haut. Tac. En revanche, quand on regarde le GBTC, alors le GBTC, c'est quoi? C'est Grayscale, tout simplement. Donc Grayscale, c'est une baleine, c'est fonds d'investissement. Et quand on voit ça, le Bitcoin, en fait, pour eux, ils ne l'ont pas racheté, ici. Et du coup, ce qui fait que leur M, en fait, il fait des plus hauts de plus en plus bas. Et donc je pense qu'en fait, ça pourrait être intéressant à regarder, parce que même là, en fait, les plus bas étaient de plus en plus bas. Vous voyez ici? Bon, ça, à mon avis, c'est des unités arbitraires, hein, sur le côté, c'est pas du tout un prix en dollars ou quoi. C'est vraiment une unité arbitraire. Et là, en fait, on voyait bien que c'était des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus bas. Ce qui fait qu'au final, on a complètement craché. Après, faut pas faire des théories en mode oui, là il est arrivé à 54, c'est à peu près x3, enfin c'est à peu près genre faut multiplier par rapport au prix du Bitcoin, je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. Parce que même regarde, le top en 2017 il est arrivé à 38, et là le top en 2021 il est arrivé à 57. Donc c'est pas possible de faire des théories ou quoi. En revanche, on peut voir un petit peu des formes. Enfin, des formes se former. On peut voir un petit peu des figures se former qui pourraient plus être, comment dire, réalistes, on va dire. Weekly, qu'est-ce qu'on a du coup? On a 7 semaines de baisse, c'est historique les gars. Historique, dans tout le marché des crypto-monnaies, le Bitcoin n'a jamais fait 7 semaines de baisse. Ce qui nous a amené limite à une mèche à moins 50%, voilà, en 6 semaines. Bon, c'est pas énorme, hein, on a vu des choses qui étaient bien pires, notamment ici, quand on est monté de là jusqu'en bas, ici, on a fait un 53%. Donc c'est pas horrible, néanmoins c'est les prix qui peuvent faire peur, ça c'est sûr, parce que là on est descendu moins 50% depuis les 65 000 $, mais là on fait moins 50% depuis les 48 000 $. Après on a juste méché ici, la clôture s'est faite au niveau des 31 000. Et justement, la semaine dernière je vous disais, c'était possible qu'on ait un bottom au 32K, au final, est-ce que c'est le cas? On ne sait pas encore, pour l'instant là on entame une 8ème semaine de baisse, énorme, c'est considérable. C'est, comme je vous dis, ça n'a jamais été fait. Jamais été fait. Voilà. Et ça, c'est assez fou, vraiment. C'est assez fou de se dire, en plus, regardez comme on est vachement loin du ruban, c'est assez dingue aussi. Alors que même en été, on n'est pas passé trop en dessous du ruban non plus. Et là, on l'a complètement dépassé. Alors est-ce que c'est parce qu'on est dans un marché d'incertitude, avec la guerre, etc. On sait pas. On aura peut-être des théories plus tard. On n'est plus dans les volumes profile. On est encore dans la zone de volume profile qui bien évidemment est à ce niveau-là, donc moi c'est ce que j'appelle la zone boueuse, hein, c'est ce que je disais. On en est bien sorti, mais en gros ma zone boueuse, c'est en gros de là jusqu'aux 30 000 quoi. En gros c'était des 50 000 jusqu'aux 30 000. C'est-à-dire qu'on fait que naviguer là-dedans, et on n'arrive pas à s'en sortir. Bon, finalement on a quand même méché en dessous, mais en réalité là on est pour l'instant sur des plus bas. Vous vous rendez compte quand même que, c'est assez compliqué à dire, hein, mais vous vous rendez compte que là on est au 29 400, il y a quelques jours, je pense, il y a quelques semaines, si on était arrivé à ce niveau-là, on serait en panique parce qu'on serait sur des plus bas. Vous voyez les mèches là? La dernière mèche, elle est à combien? Elle est à 28 000. 28 800. Là, on est que à 600 $ de l'atteindre sur Bitcoin. Et moi, ça me rassure plutôt d'être à 29 000, parce qu'on était ici, on était en dessous des 29 000. On a vu du Bitcoin à 27 000, les gars. On a vu le Bitcoin méché à 25 500. C'est abusé. C'est abusé. Donc moi, ça me rassure un peu, mais ça devrait pas, en fait. On est vraiment sur des plus bas, c'est abusé. Mais du coup, ouais, là, la zone de volume profile, elle est à peu près ici. Bon, la plus grosse, elle est quand même aux alentours des 35 000, hein, on va pas se mentir. Et là, du coup, on est passé en dessous, et les volumes profile, c'est à double tranchant. Hein. C'est-à-dire que t'as du mal à passer en dessous, mais t'as du mal aussi à passer au-dessus. Donc attention à tout ça.
Mais le plus troublant quand même, c'est que là, on attaque la 8e semaine de baisse. Après, on est lundi. Comme je le dis à chaque fois, tous les lundis, ça fait que 9h30 que la bougie s'est créée. Donc on peut avoir des grosses surprises. Hein. On peut repump comme redescendre encore plus bas. Mais en tout cas, 7 semaines de baisse d'affilée, clôturée, ça n'est jamais arrivé sur Bitcoin depuis toujours, je crois. À part peut-être une fois en 2013, mais même 2011, mais ça m'étonnerait. Et là, on attaque une 8e semaine de baisse. J'ai jamais vu un Bitcoin aussi baissier. En réalité, si on est réfléchi, si on est posé, il a quand même atteint les 25 000. Je pense que arriver tout là-haut, et si on vous avait dit, dans 6 mois, le Bitcoin sera aux 25 000, je pense que vous n'aurez pas cru. On se dit, mais non, dans 6 mois, regarde, on vient de dépasser la TH, le RSI, parce que nous, à l'époque, enfin moi, à ce moment-là, hein, je ne jurais que par ça. Enfin, je ne jurais pas que par ça, mais voilà, vous avez compris. C'était quoi, c'était en monthly? Voilà, moi j'avais dit on va faire un double top comme ça, tu vois. Mais un double top plus allongé, je pensais qu'on allait faire un double top comme ça. Et quand on est arrivé au top là, par là, je me suis dit mais non mais regarde le RSI il est que là, on va encore monter, on va faire un double top. Dans 6 mois le Bitcoin il sera à 200 000 et tout. Et au final pas du tout. Il s'est retourné, on s'est pris une grosse tarte quoi. On s'est pris une tarte. Et je pense que personne n'y aurait cru. Alors, qui vous dit que dans 6 mois le Bitcoin ne sera pas à 20 000 $? Aujourd'hui je pense que tout est possible sur le marché. Sûr et certain. Puis ta divergence, exactement. Ah, mais moi j'y croyais pas à la divergence. Mais je me suis dit, mais non, ça va monter et tout. J'avoue, il y avait un petit peu de stress, mais il y avait aussi l'euphorie, tout le monde était bullish. On s'est dit, c'est bon, on s'est fait avoir une première fois ici, on va pas se refaire avoir une deuxième fois. La petite analyse daily, le MACD c'est un peu n'importe quoi, hein, comme d'habitude. Enfin, c'est n'importe quoi. Je dis ça parce qu'il est dans le rouge, mais en gros, il crosse, et derrière, il part en couille. Il fait une grosse baisse. On se dit que là, ah oui, parce que là, on s'est dit aussi, le MACD. Normalement, il fait ça, hein. Normalement, il fait des phases de hausse, de baisse, de hausse, il fait que ça, hein, vous voyez. Baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, bref. On se dit baisse, oh bah ça va revenir en hausse. Non, baisse, 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 baisse. Hop, un petit truc de vert. On s'est dit, c'est bon, c'est reparti. Grosse baisse. Bon là, peut-être que ça va repartir en hausse, on sait pas. Parce que en fait, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui me paraissaient logiques depuis des années, des mois, que je me dis aujourd'hui, vu ce que j'ai vu aujourd'hui, tout est possible en réalité. Et bizarrement, ça me dégoûte pas du marché, mais ça me donne encore plus envie. Vous ne devez investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Aujourd'hui, moi, j'ai une somme investie dans les crypto-monnaies, qui ne bouge pas depuis octobre. J'ai arrêté d'investir depuis octobre 2021. Et cette somme, elle ne me dérange absolument pas. C'est-à-dire que demain, le Bitcoin, il repart à zéro, tout se crache, tout se pète la gueule. À mon avis, bon, l'économie va prendre une claque, hein, si le Bitcoin repart à zéro. Même si c'est pas la plus grosse économie, il y a quand même 1000 milliards de dollars. Enfin, presque 1000 milliards. Au top, mais là on est peut-être à 500 milliards. Il y a quand même une grosse partie des gens qui investissent sur les crypto-monnaies et tout. Donc ouais, je pense que ça peut prendre une claque. Mais moi en tout cas, si je perds toutes mes crypto-monnaies demain, no suicide. J'aurais un peu le seum, parce que j'aurais investi du temps dans quelque chose, et en fait j'aurais surtout perdu mon temps, plutôt que mon argent. T'as sûrement des portefeuilles qui sont dans le vert. Puis il y en a qui ont shorté le Luna aussi, tu vois. Il y en a qui prennent des longues, des shorts, bien évidemment qu'il y a des portefeuilles qui sont encore dans le vert. Si t'es en spot, c'est plus compliqué dans le vert, je suis compréhensif. Mais si tu fais du trading, non, ça va, tu peux largement être dans le vert. Comme je te dis tout à l'heure, j'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui a shorté le Luna qui a pris 1,5 million. Vrai ou faux, je sais pas, mais je suis sûr qu'il y en a qui se sont remplis les couilles. Le RSI, tac. La semaine dernière, je vous avais dit qu'on pouvait descendre au 29, 30, hein, c'était cette ligne à peu près. Vous voyez, on a rebondi plusieurs fois ici sur les 30, tac. Il n'y a que au niveau du Corona où on est descendu un peu en dessous, et au niveau de 2018, voilà. Ah d'ailleurs, attendez. Ah, on a presque fait la même mèche qu'en 2018, hein. Vous voyez, en 2018, attendez. Oh, qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout 2018, ça. Ah, j'ai dit de la merde. Les gars, j'ai dit de la merde. Non, le Corona, c'était ici. Non, ça, c'était 2018, et ça, c'était le Corona. Voilà, crise du Corona. Et en réalité, on a fait un RSI qui était plutôt bas. Et la semaine dernière, je vous dis, on peut atteindre les 30 et tout, pourquoi pas faire un rebond dessus. Parce que je pensais encore que le Bitcoin allait mécher que à 30 000. Bon, au final, il a méché un peu plus bas, mais voilà. Mais en réalité, regardez, le RSI, il est quand même assez haut. Quand on voit les autres phases de baisse, les gros crashs qu'on a eu, le RSI est quand même assez haut. Le RSI, c'est la force d'un mouvement. Donc plus il monte haut, ça veut dire que plus le mouvement est fort à la hausse, et plus il est, plus il va en bas, plus le mouvement est fort à la baisse. Comme on voit par exemple au Corona, ça a été très court, mais ça a été intense. C'est-à-dire que, vous voyez, hop, tac, je vais remonter le graphique. Vous voyez qu'on a perdu, je crois, 70% en quelques semaines. Voilà, on a perdu 63% en quelques semaines. Et c'était très court, mais très intense. Et donc le RSI est descendu très bas parce que le marché a vraiment fait une chute libre d'un seul coup. Et derrière, vous voyez que c'est remonté très vite. Donc en fait, le marché est remonté extrêmement vite. Il a même touché des sommets hein, à ce moment-là. Et après, on est parti en bull run. Et le dernier mouvement le plus fort qu'on a fait, c'était le 2 février. Non, pas le 2 février. C'était en janvier 2021. Donc autant vous dire que pour repartir en bull run, il va falloir une phase similaire à décembre 2020, janvier 2021.
Sachant que là, on est sur un plus bas qu'on n'a pas touché depuis décembre 2021. Attention les gars. Sinon, au niveau des volumes, bah c'est plutôt positif, parce que ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas fait des volumes aussi gros. Ça fait depuis depuis l'été 2020, hein, depuis l'été 2021 par contre, mai 2021, qu'on n'a pas fait des volumes aussi gros. Les volumes, pareil, c'est pour quantifier un petit peu la force du mouvement qu'on a. Quand on a des gros volumes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui tradent. Les volumes, en gros, c'est combien d'argent est déversé, enfin, est échangé sur le marché, en gros. Et plus il y a des gros volumes, donc c'est les barres que vous voyez ici, et bien plus ça veut dire qu'il y a du monde, et donc plus ça veut dire que les mouvements sont tranchés, on va dire. Enfin, sont tranchés. Plus ça veut dire qu'il y a, ça se bat. Par exemple, s'il y a une petite bougie qui est... Voilà, par exemple. En gros... Ah oui, moi c'est en noir et blanc aussi. Normalement, vous allez voir d'autres graphiques où c'est rouge et vert. Moi, j'ai préféré le mettre en noir et blanc, parce que y en a qui disent que ça les stresse. Moi, je trouve que c'est psychologiquement, c'est beaucoup mieux. T'as moins l'impression, en fait, que t'es en train de te manger une baisse. Je trouve que c'est mieux. Parce que s'il y a du rouge partout, tu dis « Oh putain, mon graphique est en train de saigner, c'est tout rouge et tout, il faut que je revende tout. » Alors que le mieux, c'est de vendre, justement, quand c'est rouge. Donc il y en a des fois qui mettent leur bougie de baisse verte et les bougies de hausse rouge. En disant « Voilà, quand ça monte, il faut que je revende, et quand ça baisse, il faut que je rachète. » Généralement, en trading, on a ce qu'on appelle des doji. Des doji, c'est des bougies, en fait, qui sont en forme de croix. Doji, on a le doji comme ça. Enfin, on a différents doji. On a des doji avec une comme ça et une qui est plus haute. Marteau inversé ou je sais pas quoi et tout. Je suis pas un pro du tout en trading ou en figure chartiste. En revanche, je sais que quand on a une grande mèche avec une clôture qui est limite droite comme ça, vous savez, normalement les bougies c'est gros comme ça, enfin c'est gros comme ça, et bah quand on a une mini bougie comme ça, tac, ça s'appelle un doji. Et en fait, généralement, c'est un retournement de tendance. Et quand on voit les doji, un doji aussi propre que celui-là, en bas de la tendance, avec une bougie de volume qui est énorme, qu'on n'a pas vu depuis des mois et des mois, et ben je me dis en fait, finalement, pourquoi pas? Est-ce que ça serait pas aujourd'hui même, est-ce que ce serait pas le 12 mai 2022, on est le 16, mais est-ce que ce serait pas le 12 mai 2022 qu'on a fait justement notre retournement de tendance? Est-ce que c'est pas aujourd'hui que le Bitcoin a méché à 25 000, qu'on a vraiment fait sortir tout le monde, ça y est? Pourquoi on fait sortir tout le monde? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des trades sur le Bitcoin, etc., et qui ont des leviers, en gros, qui multiplient leur capital artificiellement, et en gros, ce levier, arrivé à un certain prix, il peut être liquidé. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont plus aucune thune sur le marché. Donc on a vraiment été chercher tout le monde, des prix que personne n'attendait. Et est-ce que c'est pas aujourd'hui, en fait, qu'on a fait notre retour? Parce que ce doji-là, il annonce, pour moi, il annonce du bon. À 17 ans, c'est tellement dur d'investir, mais je me bats, c'est très bien, mec. Franchement, 17 ans, tu commences à investir, c'est insane. Hein. C'est insane. Moi, j'ai commencé à investir à la fin de mes 18 ans, et je regrette. Je regrette de pas avoir investi avant. Et dis-toi qu'il y a des gens comme Julien Roman, par exemple, avec qui je parle beaucoup. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y en a qui le savent. En gros, je suis monteur de Crypto Future et de Julien Roman. Du coup, je parle beaucoup avec lui. Il a 38 ans, et... 38 ans. Et en gros, il me disait que lui, il avait commencé à investir, enfin, il l'avait dit dans des vidéos, il avait commencé à investir, genre, vers l'âge des 30 ans, quelque chose comme ça. Et il s'est dit, ouais, à 38 ans, il faut que j'arrive à avoir des revenus passifs, des trucs comme ça et tout. Il s'est fixé un objectif. Et du coup, ouais, il dit 18 ans, franchement, c'est trop bien. Mais moi, je regrette. Je regrette de pas avoir investi avant. Et pourtant, je me rappelle au niveau du crash du Corona, je venais d'avoir 18 ans, mais j'avais pas de carte bleue encore à l'époque et tout. J'ai pas encore ouvert de compte bancaire ou quoi, donc je pouvais pas. Mais j'ai dit à mon père, papa, il faut qu'on achète du Bitcoin ici, dans quelques mois, il sera à 10 000 $ et tout. Bon, résultat, il est monté à 65K. Genre, en vrai, je l'ai dit un peu dans le vide. Mais en y repensant aujourd'hui, genre j'avais entendu que le Bitcoin s'était crashé assez bas, et genre il était peut-être à 6 000 $, j'ai dit papa il faut qu'on en achète et tout, au moins 50 € s'il te plaît et tout. Et ces 50 € ils seraient transformés en 500 balles juste ici là quoi. Mais bon, après voilà c'est des opportunités, et je me dis qu'aujourd'hui c'est peut-être une opportunité comme on a eu au crash Covid. Faut qu'on parle des médias qui parlent du Bitcoin là, en mode oui, ils dérouillent, c'est en baisse. En fait ce que j'aime pas c'est les médias qui connaissent pas grand chose. Les gens en plus, non les gars, BFM, faut qu'on en parle aussi. Là, il y a trop de trucs à parler. Il y a trop de trucs à parler. Mais d'un autre côté, après aussi, vous voyez, il y en a beaucoup qui disent « Oui, moi je vais être rentier, je veux vivre de mes investissements et tout. » Et en fait, Mathéo là, en parlait très bien. Et en fait, quand vous êtes comme ça, c'est compliqué en fait. Parce que vous arrivez, vous êtes rentier, je sais pas, à 30, 40 ans, et après tu peux très vite te faire chier et te dire « Merde, ma vie, j'en fais quoi en fait ?» Au final. Bon, tu peux dire « Je vais voyager, etc. » Mais il faut que toute ta famille et tous tes amis soient dans le même mood que toi. Si tous tes amis ils sont salariés, ils peuvent pas partir en vacances quand ils veulent. Si ta femme, elle travaille, elle peut pas partir en vacances quand elle veut. Si t'as des enfants à l'école, ils doivent quand même aller à l'école, tu vois. Donc tu peux pas aller voyager partout, tu peux pas faire les activités que tu veux non plus. Et donc moi j'ai envie d'avoir les deux. Je veux avoir un côté où, j'ai quelques revenus passifs, parce que c'est toujours bien d'avoir une petite sécurité, plutôt que garder son argent en banque. Mais néanmoins, j'ai pas envie d'avoir un train de vie où je suis juste rentier, puis je me la coule douce. Ma femme qui charbonne, tu vois, genre 30, 40 heures par semaine, tu vois, qui a un train de vie normal, entre guillemets, enfin, dans les normes que la société veut nous imposer, quoi. Et toi qui te la coule douce, tu vois.
Psychologiquement, c'est compliqué pour elle. Psychologiquement, bah, il y a une déstabilisation, tu vois. On peut aller chercher le Luna. Je sais même plus si je l'ai, je crois que je l'ai supprimé de mes charts. Luna. D'ailleurs, le Luna, les gars, la semaine dernière, on aurait pu aller le voir. Il était encore bon à analyser, hein. Les gars, j'ai failli rentrer sur Luna, no joke. C'est dur, hein. C'est dur, dur, dur. J'ai entendu dire que j'ai un pote, il y a son prof en école d'ingé, je crois. Il a shorté le Luna, il s'est fait 1,5 million. Voilà. Donc bye bye l'école d'ingé, hein, pour être honnête. Et c'est encore rouge, hein, aujourd'hui. Hein. C'est encore rouge. Est-ce qu'on va se renfoncer plus bas? Personne ne sait. Mais ouais, le Luna, par exemple, il avait aucune utilité dans le monde réel. Bon, là, je vais te donner raison, mais le Luna avait aucune utilité dans le monde réel, et il s'est quand même pété la gueule. Parce que... Enfin, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas des bons fondamentaux en réalité. C'est-à-dire que, comment le mec, en fait, s'y est pris, de ce que j'ai compris, en fait, le gars s'y est pris que... de telle manière à ce qu'en fait, Luna et l'UST c'est un stablecoin, qui est relié au Luna. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, achète 10 dollars de UST, et ben il y a 10 dollars de Luna qui sont pris, hop, et qui sont burn en UST, pour que le prix reste à 1 dollar. Non, je sais comment il a fait, le gars. En fait, le gars, il a accumulé 1 million d'UST, je crois, 1 milliard d'UST, il a tout revendu d'un coup, ce qui a fait une pression vendeuse sur l'UST. Ensuite, de l'autre côté, il y a Luna, du coup, eux, ils ont des bitcoins, qu'ils ont backé, en gros, c'est-à-dire que s'il y a un problème à un moment sur le Luna ou quoi, eh ben ils rachètent des UST avec du Bitcoin. Donc il y a eu 1 milliard vendu. Ensuite, Luna, ils ont revendu 1 milliard de Bitcoin pour racheter de l'UST. Ce qui fait que ça fait encore une pression vendeuse sur Bitcoin. Et le même mec qui a revendu ses UST pour 1 milliard a shorté le Bitcoin. Ce qui fait que ça faisait une liquidation. Et dès que lui, il prenait des profits sur son short du Bitcoin, de se remplir les poches et de faire complètement dévisser le cours des crypto-monnaies. Justement, putain, je voulais en venir juste après. En gros, pour comprendre, c'est que des gros portefeuilles ont trouvé une faille dans l'algo, et en résumé, l'algo ne pouvait pas tanker un crash. Exactement, c'est exactement ça. Si c'était un crash qui ne venait pas de Luna, peut-être qu'il aurait pu le tanker. Parce que peut-être que les gens se seraient rabattus sur l'UST, tu vois. Ils auraient tous acheté de l'UST, tu vois, ils auraient tous revendu leur Bitcoin, ils auraient tous mis sur l'UST, ça aurait été nickel. Donc là, à la fin du monde, je pense qu'on peut l'avoir plus du côté IRL. Donc en gros, en mode, toutes les personnes qui sont... la guerre... la crise future qui peut arriver, parce que je vous rappelle que normalement il y a une crise à peu près tous les 10 ans, et là ça fait 14-15 ans qu'il n'y en a pas eu, depuis 2008. Donc ça fait peur parce qu'on se dit la crise elle va arriver à un moment ou à un autre. Est-ce qu'elle arrivera avant la guerre, après la guerre, pendant la guerre, crise nucléaire? On ne sait pas. C'est pas du tout, mais voilà. Donc pour l'instant je pense qu'il faut vraiment se tourner vers les marchés traditionnels qui vont peut-être corriger. Bon là ils se reprennent un petit peu aujourd'hui. On voit le S&P qui fait 2,40, 2,50, Netflix qui reprend 8%, Amazon qui prend 6%. Donc voilà, plutôt pas mal. Donc ça a l'air de bien se tenir. À la fin du monde, dans tous les cas, même si à la fin du monde, les cryptos tourneront encore. Ça, j'y crois. Ce que j'ai appris aussi, personnellement, c'est que moi, j'ai trop peu investi sur le Bitcoin, je n'ai pas encore investi sur le Bitcoin, et c'est une erreur que font les débutants, en gros. Moi, je suis rentré sur le Bitcoin il y a à peu près 1 an et demi, enfin dans les crypto-monnaies il y a à peu près 1 an et demi. J'ai jamais trop eu de Bitcoin parce que je me dis, ouais, je préfère aller sur les altcoins parce qu'ils vont faire plus de pourcentage. Mais en réalité, quand il y a une grosse baisse comme ça, t'aimerais bien avoir du Bitcoin parce que c'est celui qui corrige le moins, en fait. Et si t'es uniquement indexé que sur les altcoins, c'est hyper compliqué pour toi, parce que quand tu te prends une baisse, tu te prends genre 70% dans la gueule, t'as plus de liquidité. Alors que là, t'es sur le Bitcoin, t'es basé sur le Bitcoin, tu peux avoir encore un peu de liquidité, et pourquoi pas transformer tes Bitcoins en altcoins, pour recharger un peu plus, tu vois. Donc je pense que là, il faut rentrer sur le Bitcoin, même si vous êtes débutant, vous trouvez que vous voulez faire des rendements de fou et tout, investissez sur Bitcoin et Ethereum si vous voulez investir. Attention, c'était pas un conseil d'investissement, encore une fois. Si vous voulez investir, c'est Bitcoin et Ethereum. One More Time qui me demande, tu penses bientôt partir à mal comme la plupart des traders crypto FR? Du tout. Justement, bon, je le dis souvent, mais là, du coup, vu qu'il y a du monde, je vais dire encore ma pensée par rapport à Malte. Je sais qu'il y en a certains qui partagent ma vision. Mais en gros, moi, c'est pas du tout ma vision. Je sais que beaucoup partent à Malte. Après, non, c'est pas ma vision, mais je pourrais partir à Malte. Mais si je pars à Malte, c'est vraiment que je me désolidarise de la France. En gros, pour moi, si tu t'expatries, tu le fais soit à 100%, soit pas du tout. Mais tu fais pas un truc en mode, oui, j'ai un pied en France, j'ai un pied et tout ça. Je n'ai rien contre les personnes qui font ça, mais moi, c'est pas ma vision des choses. Tu vois? Il y en a qui le font, peut-être qu'ils en disent, bon, j'ai rien à redevoir à la France et tout, ça me dérange pas d'avoir un pied et tout, machin. Bref, mais moi, c'est pas ma vision du tout. Tu vois? Moi, si je m'expatrie, je veux rien avoir, je veux pas que la France me regarde d'un mauvais œil, parce que justement, en fait, je vais profiter d'un certain système. Si je pars à Malte un jour, ce qui arrivera sûrement pas, je pense que c'est le seul pays où je pourrais habiter, c'est en Suisse. Parce que j'ai de la famille en Suisse, j'ai des ancêtres, j'ai ma grand-mère qui est née en Suisse et tout, donc je pourrais avoir la nationalité facilitée. Et puis je trouve que la Suisse c'est pas loin de la France, ça parle français, on y vit bien, il fait bon vivre, voilà, c'est neutre, bah bref, c'est le pays parfait pour moi. Donc voilà, c'est le seul pays, et si je le fais, je me désolidarise complètement de la France. Il y a ma tante qui a déjà fait ça,
Elle, ça fait plus de 30 ans, je crois en tout cas plus de 20 ans qu'elle est en Suisse. Et pareil, aujourd'hui, elle pourrait pas rentrer en France pour se faire soigner en France, par exemple. Elle est obligée de payer en Suisse et tout. Mais du coup, ce que j'aime bien en Suisse aussi, c'est que bah tu te démerdes par toi-même. Moi, j'aime bien, je suis débrouillard, je me démerde par moi-même, tu vois. Même si en France, on a la chance quand même d'avoir un système qui est utile. Par exemple, j'ai du problème dentaire. Bah, le problème dentaire, c'est bon, c'est remboursé par la Sécu, tu vois, à 50%, donc c'est énorme. Mais voilà, non, c'est pas prévu que je parte à Malte. Ah, si je pars à Malte, dans ma vie, un jour, ce sera peut-être pour des vacances. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ça veut parler du EGLD. Bon, EGLD. Alors, il faut que je monte ma petite technique, là, que j'ai mis en place sur EGLD. Ça va piquer les yeux un petit peu. Bon, il faut que je vous raconte. Alors, EGLD. EGLD, pour ceux qui connaissent pas, c'est une crypto-monnaie qui a une très grosse communauté en France et en Europe. Projet roumain, créé par des très bons développeurs. Ils sont en train de créer tout un écosystème, une blockchain qui s'appelle Elrond, qui a pour but de pouvoir supporter un maximum de transactions avec des frais très peu chers. Donc voilà. Il y a même, je crois, le créateur de EGLD, Benjamin Minkou, qui a approché Elon Musk pour faire tourner Twitter en mode décentralisé, sur la blockchain EGLD et tout, enfin bref. Ma technique, c'est tout simple, hein, les gars. Vraiment, c'est tout simple. Hein. Mais c'est que dalle, c'est vraiment prendre des profits, savoir quand se payer. Si j'ai appris quelque chose sur les marchés, sur les crypto-monnaies, c'est qu'il faut se payer un max de fois le plus possible. J'ai trop attendu pour me payer et tout, j'ai trop attendu des targets pour revendre et tout, ce qu'il ne faut absolument pas faire, les gars, vraiment. Même si vous pensez aujourd'hui investir à 90$ sur EGLD, et que vous avez des targets, par exemple, moi j'ai une target qui est à 1500$, tu vois, sur EGLD, et ben, il faut pas se dire, tiens, j'investis 10 EGLD, j'investis 900 balles aujourd'hui, bon bah quand il sera à 1500, je vais commencer à revendre un petit peu et tout, parce que je me dis que ça sera une bonne target. En réalité, le mieux c'est de se payer souvent. Même si on y croit à long terme, je pense que le mieux c'est de se payer souvent. En tout cas, ça c'est dans ma vision. C'est-à-dire qu'en gros, t'investis, aujourd'hui par exemple, première fois que tu rentres, et ben tu te dis, si je fais 10% de hausse, et ben je retire 20% de mon si je fais 20% de hausse, pardon, je retire 10% de mon portefeuille, tu vois. Et donc ça c'est la technique que je vais faire. En gros, pourquoi ça? Parce que moi je me rappelle ici, quand on est arrivé ici là, 500$, j'avais 3 EGLD dans mon portefeuille, pas énorme. On est arrivé ici, et je me suis dit, mais non, mais regarde, il y a le Maillard Exchange qui va arriver, ils vont développer toute une technologie, il y a des tokens qui vont arriver, il y a tout ça, c'est sûr qu'il va augmenter, il va arriver à 1500$. Et je voulais pas retirer ma thune avant les 1500$. Pourtant, j'étais en gain de 200-300% à ce moment-là. Et ça faisait déjà presque un an que j'étais sur les crypto-monnaies. Et je regrette énormément parce qu'aujourd'hui, on s'est pris une énorme baisse, énorme chute. Et j'aurais bien aimé prendre de la liquidité ici pour recharger, que ce soit ici, que ce soit ici, ou que ce soit même ici encore. Et donc, il faut prendre, même si vous ne faites pas du trading, les gars, quand vous investissez, payez-vous. Payez-vous, même si c'est des broutilles, même si c'est des broutilles, je sais même pas si ça se dit des broutilles, mais même si c'est que dalle, payez-vous. C'est le plus important, vraiment. Donc moi, ma technique, alors attention, ça a piqué les yeux. Moi, ma technique, c'est ça. C'est en gros, à chaque fois qu'on fait 20%, je retire 10% de mon portefeuille. Alors pourquoi 100% ici 100%, 90, 80, c'est par rapport à mon portefeuille initial que j'ai aujourd'hui. Et en gros, moi, ma moyenne d'achat, c'est 180. Donc voilà, j'ai rechargé ici à ce niveau-là et tout, j'ai rechargé un petit peu. C'est 180$ ma moyenne d'achat. Donc déjà, ce que je vais faire, en premier lieu, déjà, on revient à la TH, je vends 30% de mes GLD. J'ai trop de GLD. Enfin, moi, c'est personnellement. J'ai trop de GLD, du coup, je revends. Je revends mes EGLD, 30%, parce que j'en ai trop dans mon portefeuille, il faut que je m'en sépare. Alors même si je crois fort au projet, ça va me faire mal au cœur, mais je vais me dire, Alex, il faut que tu investisses dans d'autres trucs, tu peux pas faire que EGLD, c'est fou. Imagine le projet, il se pète la gueule, tu perds 70% de ton portefeuille, c'est pas possible. Donc je revends 30% de mon portefeuille, ça va être dur pour moi, mais je vais le revendre à 180$. De là, il va me rester un certain nombre de GLD, et je vais revendre par palier. C'est-à-dire que le marché va faire, je vous dis 20% au-dessus de votre break-even. Hein. Break-even, c'est le moment où vous êtes à 0 sur votre portefeuille. Donc là, ça sera à 0 parce que ma moyenne d'achat est à 180$. Donc, le marché fait 20%, paf, je retire 10% à 220. On attend, hop, à partir de 220, il refait 20%, hop, je renlève 10%, 267. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la TH, comme ça, j'aurai que 50% de mon portefeuille initial, à la TH, ce qui me convient très bien, parce que j'aurais fait un plus 300%, quelque chose comme ça. 218%. 218%, t'as encore 50%, c'est encore assez risqué, hein. C'est encore assez risqué. Je mets pas en stacking du coup. Si, je mets en stacking, mais je retirais petit à petit, tu vois. Là, j'ai déjà retiré, je crois, quelques EGLD de mon stacking, mais ça représente, je sais plus combien exactement. Mais en gros, là, jusqu'à la TH, par exemple, si demain il revient à son ATH, je peux tout revendre. Ça, c'est sûr et certain, je pourrais tout revendre. Après, au-delà de la TH, voilà. Et en fait, plus on avance, plus je vais enlever moins. C'est-à-dire qu'en gros, là, quand on passe de... Donc là, ça fait toujours 10%, je crois. Non, là, ça fait 15%.
En gros, tout ce qui est en orange comme ça, c'est 10%. Tout ce qui est en orange foncé, c'est 15%. Donc là, en gros, il fait 20%, mais j'enlève 15% de mon portefeuille. Donc ça passe de 70 à 60%. Là, j'enlève 20% de mon portefeuille. Donc il fait 20%. J'enlève 20% de mon portefeuille. Parce qu'en fait, plus on monte, plus je fais mes gains. C'est-à-dire qu'en gros, là, on sera à 500%. Et après, je hold un EGLD. Peu importe le prix auquel il atteint, je sais pas à combien je revendrai. En tout cas, j'ai une target à 1600. Je sais pas à combien je le revendrai, mais en tout cas, voilà. Je holderai un EGLD quoi qu'il arrive. Et je trouve qu'un EGLD à 980 balles, le garder, c'est pas déconnant non plus. Voilà. Donc voilà ma technique, et je pense que ça va être à peu près la même sur tous les altcoins. Là, je l'ai fait sur EGLD parce que j'ai vraiment besoin de prendre des profits sur EGLD, c'est pas possible. Mais c'est possible que je la fasse sur d'autres. Je partage pas forcément ton avis, moi ce que je fais, c'est peu importe la phase de marché, si j'ai maintenant, mettons 100K investis, je dois minimum avoir 30% de cette valeur en stable, pour justement me permettre de buy. Après, c'est aussi que je suis là pour jouer les cycles. Tout à fait. Moi, le problème que j'ai eu, en fait, c'est... En fait, je fais ce truc-là parce que, justement, j'ai pas eu assez de liquidité. J'ai que dalle en liquidité. Et moi, ce que je veux, c'est pareil comme toi. Au moins 30% en liquidité. Bon, après, si on revient sur 25 000 et qu'il me reste genre 20 ou 10% de liquidité, bon, voilà. C'est normal, c'est la vie. Je peux pas avoir tout le temps 30% de liquidité. Mais là, j'ai que dalle en liquidité. Franchement, la totalité de mon portefeuille, ça doit être... Attends... Que je dise pas de la merde. Oui, ça doit être 2% de mon portefeuille qui est en liquidité, c'est de la merde. C'est de la merde ce que j'ai. 2%, tu fais rien avec 2%. Ça te sert à rien d'avoir 2% quand c'est tout en bas. Le mieux, c'est de réinvestir un tout petit peu de liquidité ici, et plus tu baisses, plus tu réinvestis de la liquidité, tu vois. C'est pas, tu vas mettre 500 balles ici, et puis là, il te reste 2%, oh bah je mets 20 balles, tu vois. C'est un peu con. C'est un peu con quand même. C'est pas dit qu'on retourne à la TH, mais au moins j'aurais pris des profits, tout le long, ici. Au moins j'aurais pris des profits. Ethereum classique, bon... Peut-être qu'il va servir pour le minage. Parce qu'en fait, si vous voulez... Ah oui, pour ceux qui connaissent pas, il y a Ethereum, Ethereum classique, Bitcoin, Bitcoin Cash, enfin bref. Et en gros, si vous voulez, il y a Ethereum et Ethereum classique. Ethereum classique, c'est quoi? C'est la blockchain, à un moment, d'Ethereum, qui s'est divisée en deux. C'est-à-dire que la communauté, en fait, les développeurs, ils sont arrivés à un moment, ils sont réunis, ils ont dit, bon, il faut qu'on améliore Ethereum, c'est pas possible, il est trop lent, il est trop truc, machin, bref, et problème de sécurité, faut qu'on le modifie. Donc, il y a une partie de la team d'Ethereum qui... Enfin, il y a une partie de la team. Il y a la vraie team Ethereum, qui va dire, bon, bah nous, on va modifier la blockchain Ethereum, et donc ils partent en fork. Enfin non, ils partent pas en fork, mais je sais pas comment expliquer en gros. En gros, Ethereum se modifie, et pendant cette modification, en fait, bah t'as un côté qui va rester vraiment le Ethereum avant le fork, et un deuxième Ethereum qui aura changé, en fait. Et c'est, entre guillemets, le vrai Ethereum, si tu veux. Et donc, Ethereum, enfin si vous voulez, Ethereum classique, c'est justement un fork, en fait, de Ethereum. Et donc Ethereum classique ne va pas passer en Proof of Stake. Là aujourd'hui, l'ETH et l'ETC, Ethereum et Ethereum classique, sont tous les deux en Proof of Work, donc il faut faire tourner des cartes graphiques. Et ben Ethereum va passer en Proof of Stake. En gros, il faut garder ses crypto-monnaies, bloquer ses crypto-monnaies pour sécuriser le réseau. Ce qui permet d'avoir des frais un peu moins gros, une vitesse de transaction plus rapide, et des fois plus de transactions sur le réseau, ce qui va pas être forcément le cas d'Ethereum. Et pourquoi ils changent ça? Parce que le réseau est trop congestionné en fait, et les frais sont trop gros. Donc, Ethereum classique, en fait, étant donné que ça restera le seul Ethereum avec une grosse capitalisation en Proof of Work, et ben tous les mineurs qui ont des cartes graphiques aujourd'hui vont continuer à miner sur Ethereum classique peut-être. Mais en réalité, je sais pas. Donc voilà mon petit mot sur Ethereum classique. Après, moi si j'étais mineur, perso, j'achèterais des ASIC. Hein. Je revendrais toutes mes cartes graphiques et j'achèterais des ASIC. Les ASIC, c'est pour miner du Bitcoin. Tu peux pas miner du Bitcoin avec des cartes graphiques en réalité. T'es obligé d'avoir des gros processeurs ultra puissants, ultra refroidis et tout. Et là, ça te permet de miner des bitcoins. Après, je suis pas du tout mineur, en réalité. Et il y en a sûrement dans le chat qui seront mieux calés que moi pour te répondre par rapport à ça. Moi, je suis sûr et certain, les gars, ma vision du métaverse, ça va être déjà une partie, c'est sûr, dans des jeux vidéo, vraiment dans full virtuel. Mais il y aura, je suppose, une partie aussi réalité augmentée. On aura, je pense, des lunettes qui permettront d'afficher des informations sur des bâtiments, des informations sur certains commerces. Par exemple, tu vois, ah merde, on est dimanche matin, putain, je sais pas quand est-ce qu'il ouvre le magasin. Tu te promènes dans ton dans ta ville, tu vois. Bon bah, tu vois directement, au loin, par exemple, une annotation s'afficher, tel magasin ouvre, genre, lundi à 7h, 8h, j'en sais rien, tu vois. Dans les pubs, les panneaux publicitaires, soit il y aura toujours des panneaux publicitaires pour ceux qui n'ont pas de lunettes, soit les pubs que tu vas regarder sur les panneaux publicitaires, elles seront faites pour toi. Aujourd'hui, une pub, comme j'avais dit, une pub pour une carafe d'eau Carrefour ou des trucs comme ça, j'en ai rien à foutre, tu vois. Par contre, tu me montres une pub de drone FPV ou alors d'un projet crypto qui va sortir, là ça m'intéresse. Tu vois. Et donc je pense que ça va faire comme ça. Même si la pub c'est controversé et tout, bon bah voilà, c'est sûr qu'à un moment, au bout d'un moment, ça va se développer. Juste, ce qui est compliqué, c'est justement cette technologie. Faire du tracking en réalité virtuelle, en réalité augmentée, en plus avec dans des lunettes
qui ont des batteries minuscules, ça va être compliqué à implémenter. Mais j'y crois en tout cas. Pour les magasins, Google Maps le fait déjà. Ouais, mais là, ça sera directement affiché sur tes lunettes. En fait, dis-toi que c'est partout pareil. Oui, au pire, tu vas regarder dans ton journal, ou alors tu regardes sur les magazines Intermarché, à quel moment ton Intermarché du coin, il ouvre, tu vois. Bah, c'est mieux d'être sur son téléphone. Mais est-ce que c'est pas mieux d'aller l'avoir directement sur ses lunettes? Ouais, au jeu réalité virtuelle, c'est vrai que c'est vraiment pas niche, mais c'est très précis, tu vois. C'est un peu chiant. Et c'est pour ça, encore une fois, hein, moi je pense réellement qu'à un moment, il va y avoir des trucs miniaturisés qui vont sortir. Tu vois, les ordinateurs, c'est depuis les années 60. Au début, c'était dans des énormes pièces. Aujourd'hui, tu l'as à portée de main. Hein. Il y en a sûrement qui me regardent sur un mini-ordinateur qu'on appelle iPhone aujourd'hui, tu vois. Et je pense que dans les années 60, personne ne se serait dit, en 2022, on aura un petit téléphone tactile qu'on pourra appuyer dessus, on aura Internet en haut débit, la 5G, où on pourra regarder des streams en 4K à l'autre bout du monde sans aucun problème, tu vois. Je pense que ça paraissait improbable, tu vois. Et pourtant, 60 ans après, on l'a fait. Alors qui nous dit qu'en 2080, on n'aura pas justement des mini-lunettes qui nous permettront justement de voir directement des trucs miniaturisés, en fait, justement. Ah, sur les Google Glass, ouais, bon, après les Google Glass, bon, on va pas en parler, mais c'est un peu éclaté, j'ai l'impression. Moi, je parle vraiment de lunettes comme des lunettes de soleil, tu vois. Et j'ai l'impression que ça commence à arriver. Et je pense qu'en fait, tu vois, on a eu les Apple Watch, bah je pense qu'il y a moyen qu'on ait les Apple Glass, et qui seront stylés, qui ne gêneront personne, avec, enfin, je suis sûr qu'il peut y avoir des dingueries qui vont arriver. En tout cas, la réalité augmentée, moi j'y crois très très fort. Sachez que moi personnellement, je ne suis pas Crypto Future, je suis Alex, le monteur de Crypto Future, de Julien Romain aussi au passage. Et en fait, je fais des lives tout simplement sur sa chaîne le lundi matin, pour tenir informé un petit peu la communauté crypto. Mais sachez aussi que j'ai une chaîne Twitch perso, où je fais des lives durant toute la semaine. Voilà, enfin toute la semaine. Où je fais aussi d'autres lives la semaine, de 9h à midi le matin. Donc si vous êtes matinal, que vous êtes chaud, je vous invite à venir me follow, ça fait plaisir. Donc voilà, j'en profite, s'il y a des gens qui veulent me suivre. En tout cas, si vous avez des questions sur les crypto-monnaies, si vous avez des questions sur ma vie perso, si vous avez des questions sur tout, on pourra en parler après. Vers 10h30, on passe sur ma chaîne perso. De 9h à 10h30 le matin, je suis sur sa chaîne. Et puis à 10h30 jusqu'à midi à peu près, on passe sur ma chaîne perso. Et le mardi, c'est des live cuisine, directement, voilà. On a fini de parler de moi, c'est bon. En gros, pour ceux qui ne savent pas, Cake, c'est quoi? C'est le token de la plateforme PancakeSwap, plateforme décentralisée, qui permet en fait d'échanger des crypto-monnaies sur la Binance Smart Chain, donc une blockchain en fait, qui est créée par Binance, qui a été créée par Binance. Et qui permet en fait d'avoir des frais moindres par rapport à ceux d'Ethereum, etc., etc. Et en fait, cette plateforme en fait a un token qui s'appelle le Cake, justement, et qui permet en fait de faire du stacking. Donc en gros, vous mettez vos cakes bloqués, il y a des rendements dessus, tous les ans, je crois que c'est 65% par an ou quelque chose comme ça, avec les effets composés, enfin les effets cumulés. Et en fait, il tient que grâce à ça, ce projet. Et en fait, comment vous avez des effets cumulés? Quand vous bloquez vos cakes, vous créez des nouveaux cakes en fait. Vous sécurisez la blockchain et du coup vous créez des nouveaux cakes. Et le truc, c'est que le problème c'est plus on crée de cakes, moins la valeur est grande. Parce que c'est comme l'or. À chaque fois je prends le même exemple, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas trop. Vous savez l'or, pourquoi c'est cher? Pourquoi c'est rare? Parce qu'il y en a une très petite quantité. Et donc c'est rare. Et donc tout ce qui est très petit, tout ce qui a une très petite quantité est très cher. Et donc plus l'or augmente, enfin c'est faux, mais si demain par exemple on tombe sur une mine d'or et qu'on voit que il y a énormément d'or d'un seul coup, bah le prix de l'or il va chuter. Et bah le cake c'est pareil. Sauf que le cake on en trouve tout le temps la même quantité. Ce qui fait qu'en fait la supply, donc la ligne bleue que vous voyez là, elle fait qu'augmenter à la même vitesse. Et donc on peut estimer en fait le nombre de cakes qu'il y aura dans plusieurs années. Et en fait le problème c'est qu'ils ont pas mis de supply maximum. Ils ont mis une supply qui fait que augmenter, 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 augmenter. Et donc en fait, cette valeur elle fait que baisser au fur et à mesure du temps. Vu qu'il y a de plus en plus de cakes, donc il est de moins en moins rare, et donc il fait que augmenter, il fait que grossir. Et donc son prix baisse de plus en plus. Les burns, ils sont minuscules. Hein. Bon là c'est chiant parce qu'il y a des trucs qui s'affichent. J'aimerais bien que ça s'affiche pas, je pense pas qu'on peut les enlever, mais... En gros tu vois, hop, et ça descend juste après. Et ça c'est le burn. Mais c'est éclaté, tu vois. Il devrait faire des burns qui sont beaucoup plus puissants, tu vois. Bon là c'est un peu la galère, hein. Là je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un peu la merde là, ces derniers jours, ces dernières semaines. Soyez inventifs, soyez créatifs. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui sont en rediffusion sur Twitch, sur YouTube, pardon. N'hésitez pas, toutes les personnes qui sont en rediffusion sur Twitch, à venir le lundi matin. On est en live de 9h à 10h30 sur la chaîne twitch.tv/cryptofuture. Et ensuite moi aussi je fais des lives, mais ça, vous l'avez aussi dans la description. Bref, venez, on est bien ensemble. Et puis voilà. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Et à la semaine prochaine.